Le mouvement est lancé. Ce qu'on a bâti, on le vit. Ce qu'on a rêvé, on le fait vibrer. Aujourd'hui, on choisit d'accélérer, de viser plus haut, plus loin, de faire de Micrologique le cœur battant de la souveraineté infonuagique. Public, parapublic, santé, éducation, finances, assurances, grandes entreprises, emboîtez le pas. Rapatriez les données sensibles et réaffirmez votre engagement à les protéger. À miser sur l'expérience canadienne. À ancrer l'intelligence et la richesse collective ici, au bénéfice de toute la société. Vous qui avez osé croire et emprunter la voie que nous avons tracée. Vous êtes les leaders, les décideurs, les partenaires de demain, les gardiens de notre indépendance numérique, les pionniers de notre expansion technologique, les alliés d'un futur qu'on prend en main. Le mouvement est lancé. Il ne s'arrêtera pas. L'ambition, nous l'avons. Mais c'est ensemble qu'elle prendra toute sa force. Micrologique, voir plus loin que la donnée. Alors, nous sommes rendus à ce panel 10e anniversaire Cirrus, la petite histoire du plus grand cloud souverain au pays. Et vous l'avez vu, je suis bien accompagnée sur scène. Alors, pas besoin de présentation, mais Stéphane Garneau, président de Micrologique, qui est avec nous. Philippe Bédard également, vice-président offre infonuagique chez Micrologique. Karine Lavallée, vice-présidente principale vente et développement stratégique infonuagique chez Micrologique. Et Louis Lagagnère, directeur général des solutions et infrastructures numériques à la Société québécoise des infrastructures. Bienvenue. Merci d'être là, vraiment. Merci. On vous invite à consulter leur bio sur l'application PairConnex. Ils ont de grandes feuilles de route très intéressantes à lire. Alors, si ça vous tente d'en apprendre plus sur nos invités, ça se trouve du côté de l'application PairConnex. Il nous en a parlé un peu, Stéphane, en 2014, président de Micrologique, a anticipé le virage massif vers l'infonuagique qui se dessinait à l'échelle de la planète. Un mouvement aussi percutant que l'arrivée du Web, et on s'en souvient de l'arrivée d'Internet au début du millénaire. À ses yeux, si les entreprises d'ici n'emboîtent pas le pas, l'entièreté de l'expertise infonuagique reposera sur des géants étrangers, ainsi que le contrôle de nos données. Donc, animé par le désir de développer l'expertise et le savoir-faire d'ici, Stéphane a réuni des experts chevronnés afin de déployer un cloud souverain 100% canadien. 10 ans plus tard, maintenant, nous y sommes. Le cloud Cirrus, développé par Micrologique, occupe une part de marché significative et rivalise avec les géants mondiaux. Bardé des qualifications les plus reconnues sur le globe, Cirrus protège les données des plus grandes institutions publiques et privées du pays. Ensemble, on va parcourir le récit qui a motivé les étapes qui ont mené à la création de Cirrus, devenu aujourd'hui le plus grand cloud souverain au pays. Je vous rappelle, avant de passer la parole à nos invités, un peu la genèse de Cirrus, la vision, mais aussi Micrologique, son histoire, les faits saillants. C'est en 1983 qu'est fondé Micrologique et c'est en 2009 que Micrologique est racheté par Stéphane Garneau. Ça compte à ce moment-là une trentaine d'employés. Donc, l'amorce du cloud souverain, on vous l'a dit, 2014, c'est vraiment un moment fort qui a profondément changé, donc effectue un virage pour l'entreprise. Ça a joué un rôle capital dans, bien sûr, le déploiement de ce cloud souverain, un plan de croissance qui a été dévoilé en 2003 de 150 millions de dollars et le nombre d'employés qui a décuplé depuis pour venir à 350 employés. Depuis 2010, c'est 1,5 milliard de dollars qui ont été générés. Et en 2025, c'est la reconnaissance par Gartner comme le seul cloud souverain opérationnel au Canada qui a marqué l'entreprise. Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Là, je suis plus stressé. Plus relax, là, c'est passé. Mon stress est passé. Ouais. Là, on entend ça, on entend cette histoire-là, la genèse de Cirrus, ces 10 ans. On t'a entendu faire ton plaidoyer un peu sur ce que tu souhaites pour l'avenir, mais une idée comme ça, quand ça arrive, quand ça germe, ça vient d'où? À qui on en parle en premier? Je souffre souvent d'épiphanie, fait que des idées comme ça, j'en ai souvent. Souvent, j'essaie que ces idées-là s'éteignent par elles-mêmes quelques jours, mais celle-là ne s'éteignait pas.
Honnêtement, l'idée de bâtir un cloud canadien venait du fait qu'on avait l'expertise initialement. Parce que ce qu'il faut savoir, vous le savez tous, le cloud, c'est dans le fond de prendre nos centres de données qui étaient à la maison puis les envoyer dans un nuage. Donc nous, on était des experts pour gérer les centres de données à la maison. Puis on se disait, quand je dis à la maison, là, c'est dans les entreprises, puis on se disait, si on est capable de le faire là, le défi technologique ne nous faisait pas peur. Il y a des amis à moi, des collègues qui travaillent d'ailleurs aujourd'hui avec nous autres, Robert et Pierre et Martin Bouchard, qui sont venus me voir en me disant « Stéphane, on a un projet à Québec, on rêve de bâtir un centre de données de nouvelle génération, ce qui est de plus sécuritaire. On aimerait que la Ville de Québec puisse avoir ça, mais on est en train de chercher notre financement. Est-ce que tu pourrais nous signer une lettre d'intention que si jamais ça voit le jour à Québec, un centre de données, on pourrait compter sur Micrologique pour venir déposer des serveurs, puis peut-être faire un projet quelconque. » Fait que j'avais dit à mes amis, oui, je vais vous signer, peut-être me remettre pas à l'époque, c'était une dizaine de racks, je pense que j'avais pris. Fait que j'avais dit, je vais prendre une dizaine de racks, puis si vous avez votre financement, ben, je ne sais pas encore ce que je ferai, mais j'irai avec vous autres. Fait que les gars sont allés avec les lettres d'intention de plusieurs entreprises et ils ont obtenu très, très rapidement leur financement. Donc, ça a mis énormément de pression sur moi en me disant, ben là, dans 1 an, il va y avoir un centre de données à Québec, puis il faut que je commence à l'exploiter, puis à voir comment on veut intégrer, dans le fond, certaines solutions qui pourraient être déployées dans ce centre de données-là. Fait qu'au départ, l'idée, c'était de dire, on est chanceux à Québec. On est chanceux de pouvoir avoir un centre de données ici dans la région et que ce centre de données-là vienne, entre guillemets, prendre les avantages de notre région. Le volet vert au niveau de l'hydroélectricité et au niveau du climat, il y avait quelque chose de spécifique. Le centre de données s'appelait 4 degrés. Puis la raison pourquoi il s'appelait 4 degrés, c'est que 4 degrés, c'est la température moyenne dans la région. Et quand la température est à 4 degrés, bien, on n'est pas obligé de partir les airs climatisés pour refroidir les équipements. C'est l'air ambiant pris de l'extérieur qui vient refroidir nos équipements. Donc moi, je trouvais que c'était très, très innovant. Je trouvais qu'il n'y a pas grand monde à travers le monde qui pouvait avoir et notre température et notre climat et la chance d'avoir l'hydroélectricité et avoir les talents que j'avais chez Micrologique qui gérait les centres de données. Donc, tout ça s'est mis ensemble. Puis là, je me suis dit, on va fabriquer un cloud. Fait que ça, c'était la genèse de départ de notre projet. C'est quoi après? T'sais, on va fabriquer un cloud, les premières étapes, comment on finance ça, un projet comme celui-là? Comment, quoi tu dis? Qu'on finance ça? Oui. Ouais. En fait, c'est une bonne question parce que au même moment où je cherchais à fabriquer ce fameux cloud-là avec mes amis qui étaient venus me voir pour le centre de données, je cherchais aussi une façon d'assurer la pérennité de mon organisation. Moi, je suis arrivé dans un contexte de relève entrepreneuriale. Donc, j'ai eu la chance de remplacer le fondateur de Micrologique et de prendre son entreprise à 28 employés, comme tu disais, quelques millions de chiffres d'affaires, et de lui donner un nouveau souffle. Moi, je considère que c'est un privilège de pouvoir passer une deuxième vie à une organisation. Puis là, déjà, je commençais à me questionner comment on fait pour que ça soit une histoire qui dure plus longtemps. Fait que je cherchais la façon d'obtenir ce qu'on appelle la pérennité organisationnelle. Plus notre chiffre d'affaires grandissait, plus j'étais nerveux, parce que je suis le seul propriétaire. Quand tu es rendu que tu fais 150 millions de chiffre d'affaires, puis tu as des comptes à recevoir de 25-30 millions, c'est énervant, je vous le confirme. Donc, je devenais de plus en plus nerveux, plus mon chiffre d'affaires grossissait, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas juste grossir un chiffre d'affaires et ne pas créer de valeur, parce que je revendais des équipements, je revendais des solutions qui étaient déjà toutes faites par des clouds américains ou des fournisseurs américains ou des fournisseurs à l'international. Mais je ne me couchais pas le soir en me disant, j'ai créé quelque chose aujourd'hui. Je me couchais le soir en me disant, j'ai une belle business qui a un gros chiffre d'affaires, une super croissance, mais je ne suis pas capable de dire dans 5 ans qu'est-ce qui va se passer. Ça va être quoi la prochaine révolution qui va peut-être venir bousiller mon secteur d'activité. Puis cette prochaine révolution-là, c'était l'info nuagique, c'était le cloud. Fait que pour moi, c'était une question d'assurer la pérennité de mon organisation et de prendre les talents et les cerveaux que j'avais et de leur donner, entre guillemets, des challenges. Parce que quand tu déploies les meilleures solutions puis que tu déploies jour après jour après jour après jour, à un moment donné, tu deviens excellent dans ton domaine, mais tu finis par, entre guillemets, pas trouver de stimuli assez grands. Alors que je vous le confirme que de bâtir un cloud, ce n'est que des stimuli excitants. Fait que non seulement au niveau financier, ça venait apporter quelque chose pour mon organisation et assurer cette pérennité-là, mais en même temps, pour mes équipes, ça venait comme donner un projet d'équipe, une mission qu'on s'était donnée de dire, on est capable, on le fait dessus. Fait que c'est comme ça qu'on est parti, honnêtement.
Je comprends, mais là, Ouais. la première fois qu'on dit à ses employés, bon, on va se lancer, on va faire un cloud souverain, Ouais. je sais que tu es capable de transmettre ta passion, mais, Ouais. mais comment on les convainc de nous suivre? On les convainc pas, en fait. On les faut oublie. Non, on les oublie pas, mais on les convainc pas dans le sens où c'est difficile de convaincre les gens. D'abord, il faut que les gens goûtent au potentiel. Il faut qu'on convainque sur la vision de qu'est-ce qu'on voit au loin. Puis c'est au fil des mois, au fil des années, qu'on a de l'adhésion. Fait qu'au début, c'est un petit groupe, 2, 3, 5 qui y croient. Tous les autres, ils nous regardent, puis ils ne nous croient pas trop. Après ça, c'est 10, 15, 20 Ça se qui nous contamine, croient. finalement. Puis les autres ne nous croient pas trop. Puis plus ça va, plus l'organisation devient contaminée, comme tu dis, et plus l'organisation tombe en mission. Et là, la mission, ça devient une mission d'ensemble, et c'est là que le moteur corporatif prend son envol. Moi, je vous le dis, là, je l'ai vu de mes propres yeux, une entreprise en mission, c'est une entreprise imbattable. Une entreprise qui n'a pas de mission, une entreprise qui fait juste du surplace, c'est correct, mais une gang en mission, c'est extraordinaire à voir. On dit souvent à l'interne, on vit quelque chose là qu'on va possiblement vivre une fois dans notre carrière. Ouais. Ouais. On l'a vu dans ton mot de bienvenue, il y a eu de l'adversité Oui. depuis le début. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit « Ah là, c'est assez, je vais lancer la serviette, là. Non, ça ne marchera pas. » Oui, c'est arrivé. En fait, c'est arrivé souvent. Mais il y a une fois où on a failli se faire acheter par un fournisseur américain pour une somme, honnêtement, qui était épouvantablement grande et qui est venu me chavirer. Qui est venu me chavirer puis qui est venu me poser plein de questions. Pourquoi je continue? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je n'arrêterai pas tout de suite, etc., etc. Puis ça vient bouleverser. Mais c'est là que la contamination devient importante. Parce que si tu es un peu mélangé, si tu es un peu perdu, puis si tu es un peu moins strong que tu l'étais au départ, puis là, tu te revires, puis tu vois 350 personnes que là, ils croient plus encore que toi. Ça devient plus grand que ben, soi, tu là. veux pas les décevoir. Ouais. Ouais. Fait que c'est des déceptions et des difficultés, on en a eu. Vous comprenez que de fabriquer un cloud, nous, on est une entreprise 100% privée. On n'a pas été chercher des subventions, on n'a pas été chercher de l'argent gratuit. On a financé à 100% par nos propres moyens 100% de notre cloud. Ça, c'est unique là, dans le secteur financier. Les gens, quand ils nous regardent, ils viennent visiter nos centres de données, puis ils voient les dizaines de millions d'équipements, puis ils disent « Comment vous avez fait pour financer ça? » Bien, c'est pas compliqué. On a décidé nous-mêmes qu'est-ce qu'on voulait faire avec notre destinée. Puis pour nous, pour assurer la souveraineté de notre organisation, ça voulait dire continuer à investir 100% de nos recettes pour les prochaines années pour fabriquer quelque chose de périn. C'était ça le pari. C'était ça le pari qu'on a pris, puis clairement, bien, ça fonctionne. Tout à fait. Absolument. Et on en parle de cette équipe-là. Philippe, Karine, l'expertise d'ici, Stéphane, il le mentionne souvent, on l'avait, cette expertise-là, on voulait l'exploiter, on voulait la mettre de l'avant. Mais j'ai envie de vous entendre sur vos débuts chez Micrologique et vos débuts aussi dans cette aventure-là, ce développement-là de Cirrus. À quel moment vous avez entré là-dedans? À quel moment vous avez décidé d'embarquer? Karine, j'ai le goût de commencer par toi. Comment ça a commencé tout ça? Bien, ça a commencé évidemment au tout début de Cirrus pour moi. Tu sais, même, je n'étais même pas rendue chez Micrologique que Stéphane sa réflexion, sa vision. Quand j'ai vu tout ça, j'ai vu cette opportunité-là pour l'avenir de Micrologique, mais aussi l'opportunité de transformer notre industrie de TI. Fait que j'ai embarqué, j'ai sauté dans le bateau sans même hésiter. Philippe, ça a été autre chose, mais un peu plus tard dans l'aventure. Oui, un petit peu plus tard, Stéphane et moi, on est amis depuis 25 ans. Minimum! Là, moi, j'ai promis aux gens de communication que je n'allais pas aller Ah, c'est ça. Lance-moi pas là-dedans. Et puis, tu sais, je voyais Stéphane qui a quand même bâti un des 10 plus grands fournisseurs de TI au Canada après son acquisition de Micrologique. On a parlé le nombre de fois de faire affaire ensemble, de travailler ensemble. Puis on en parlait, puis il me parlait de son cloud, Je suis venu je ne sais pas combien de fois pour qu'il me parle du cloud. Puis autant Stéphane croyait dans le potentiel canadien, il était basé, ancré ici à Québec, à investir au Québec, autant moi, mon expérience était beaucoup plus internationale. C'était presque partout, sauf au Canada, à servir des clients nationaux en Asie, en Europe, à dépenser des centaines de millions dans les projets ou des compagnies qui avaient cette un peu de folie de grandeur de grandir puis de faire tout partout, si on veut. Et puis, en 2020, les astres se sont alignés. Puis j'ai décidé que j'allais être avec mon ami. Puis c'est là que j'ai fait le grand saut. Puis j'ai dit, on saisit le moment, puis on embarque.
Est-ce qu'il y a eu un défi qui s'est placé sur la route, un obstacle quand on décide d'entrer là-dedans? Comment ça s'est déroulé les premières années? Le premier défi, c'est de convaincre tout le monde, quand tu dis, Stéphane, tu fais un petit peu fou, là. Quand tu dis au monde, ouais, je compétitionne contre Microsoft, contre AWS, ils vont dire, ouais, t'es sûr? Mais c'est ça la réalité, les gens, au début, ils ne te croient pas. Ils ne sont pas certains, t'embarques-tu vraiment là-dedans? Mais le background qu'on avait, puis les gens qui sont avec moi, quand ils entendent ça, leur premier réflexe, excusez le français, mais c'est « hold my beer ». T'sais, ils vont dire ben, « c'est correct, on y va ». Fait que c'est un peu ça. Fait que les défis, oui, mais une fois que les gens sont convaincus et comprennent que c'est possible, puis clairement ça l'est, il n'y en a plus de défis. Il faut rester convaincu soi-même, je pense. On n'a pas le choix. Pour convaincre les autres. Ouais. Puis on n'embarque pas dans la nature comme ça si on n'est pas convaincu. Absolument. Karine, de ton côté? Oui, effectivement, tu sais, des défis, on en a eu quand on est pionnier avec une vision que Stéphane a partagée. Tu sais, au début, les gens, je pense qu'ils regardaient ça et se disaient, mais c'est complètement fou de se battre contre les hyperscalers, contre les géants de notre industrie. Donc, beaucoup de vent de face qu'on a eu. Quand on est pionnier, ça prend du courage, ça prend beaucoup de patience, puis ça prend certainement une bonne dose de résilience pour y arriver. Oui. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier là, quand vous regardez les années qui se sont écoulées? C'est l'équipe. Oui. C'est l'équipe micrologique au complet qui, depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, se lève à tous les matins pour rivaliser avec nos compétiteurs, pour inspirer le marché, pour inspirer les partenaires, pour inspirer les clients, évidemment. Donc, c'est tout ça qui fait ma fierté personnelle. Je pense qu'on a grandi là-dedans tous ensemble, puis très, très fiers de ce qu'on a construit. On n'a pas juste bâti un produit, on a aussi bâti un mouvement, puis c'est là-dedans qu'on est. On sent que vous êtes tissé serré, Philippe? Je vais aller dans le même sens, mais moi, je dis c'est la confiance. Confiance de Stéphane qui m'appelle de façon sympathique son VP des dépenses. La confiance des gens qui m'entourent. J'ai le privilège d'être avec des gens depuis 25 ans pour la 2e, 3e, 4e, dans certains cas 5e fois. Il n'y a rien comme une équipe sur laquelle tu peux compter pour bâtir quelque chose comme ça. Mais la confiance réciproque là-dedans, c'est super important. C'est très riche. Les gens ne réalisent pas parce que c'est facile de dire le chiffre 350 employés, mais le niveau d'expertise à l'interne, en fait, c'est les gens qui font affaire avec nous le réalisent parce qu'ils côtoient au quotidien, mais c'est notre carte secrète, là, ça n'a juste aucun bon sens. Le potentiel de nos équipes, puis ce que je trouve souvent triste, c'est que c'est un potentiel que je constate inexploité, parce que là, on est sur les freins. On est sur les freins parce qu'on envoie 9 piastres sur 10, on l'envoie à l'extérieur. Ouais. Fait que ça ne reste pas grand-chose ici pour se développer. Fait que là, je vois ce talent-là de nos équipes, je vois le potentiel, puis j'ai toujours l'impression, entre guillemets, de les faire attendre. Ça, c'est ce qu'on trouve difficile souvent, de nous faire attendre parce qu'on sait qu'on pourrait aller encore plus grand, qu'on pourrait grandir encore plus, mais on est freiné en ce moment. On a hâte de peser sur l'accélérateur. Ah, tout à fait, si tu savais à quel point. C'est ça qu'on entend. Ouais. Ouais. Quand on travaille sur un projet comme celui-là, bon, vous parlez de l'équipe, de fierté, de grandeur, il y a souvent des anecdotes qui arrivent en cours de route, des choses que l'on se dit, hey, ça, vous souvenez-vous? Philippe, je pense que tu en as une à nous partager. Il y en a plusieurs, mais il y en a une en particulier. On parle beaucoup de notre partenaire NVIDIA, et puis on est devenu le 5e cloud mondial partenaire NVIDIA. Donc, 5e, mettez les 4 plus grands rangs, on était 5e. On s'est décidé, on va en Californie, on convainc l'équipe d'NVIDIA de faire équipe avec nous pour travailler au Canada. Et puis, on arrive sur l'appel de lancement du partenariat. Mais là, faut se mettre, ils nous mettent, eux, directement dans la même ligue que Microsoft, que AWS, que Google. Si vous aviez vu l'armée de gens sur l'appel pour gérer le partenariat, on était 5-6 sur l'appel, mais je regardais les gens rentrer un après l'autre. Mais j'ai dit, juste si on essaie de pairer quelqu'un, là, on va être à 6 pour 1. Ça n'avait pas de bon sens. Mais eux, c'est là, quand je disais tantôt, croire que c'est possible qu'on est dans cette ligue-là, eux, ils ont écouté le plan, puis ils ont dit, ouais, ça marche. Oui. Fait qu'eux, ils ont dit, on y va à Lynn, puis ils ont embarqué. Je me rappelle Martin, Maxime, ils ont dit, là, je ne sais pas qui va répondre à ce monde-là, mais ça fait du monde à la messe pour répondre. Mais c'était ça, mais eux, ils ont embarqué directement. Fait que ça, cette expérience-là, pour les gens au début, de dire, oh shit, c'est vrai, là, ça arrive. C'est spécial, pareil, de voir cette ampleur-là. Juste à titre informatif, quand on est allé chez NVIDIA, dans le siège social, on a rencontré le numéro 1 et 2 de l'intelligence artificielle au niveau mondial. Puis,
quand on lui a parlé de notre projet, à ce moment-là, on était en équipe avec Martin Bouchard de Q-Scale. Pour ceux qui ne le savent pas, tantôt, je vous parlais de l'avantage qu'on avait au Québec, hydroélectricité et le climat. Martin Bouchard, il a rajouté une corde à son arc. Lui, il fait un système de récupération de la chaleur. Et le système de récupération de la chaleur est utilisé pour réchauffer les serres qui font pousser des fruits à l'année. Donc, c'est une économie circulaire totale, là. Il prend la chaleur qui serait envoyée normalement à l'externe, puis il récupère ça, puis il réchauffe des serres. Puis quand on est allé à ce moment-là chez NVIDIA, on était tout petit pour demander le droit d'être le cloud souverain pour NVIDIA. Trop petit, en toute transparence. Mais quand on leur a expliqué qu'on avait trouvé le potentiel de faire le traitement éco-responsable de la donnée et que c'était ça, notre mission, et qu'on voulait le faire dans un contexte de souveraineté, ils nous ont regardés puis nous ont dit le plus grand défi actuellement avec l'intelligence artificielle, c'est l'empreinte négative au niveau de l'environnement. Si vous êtes capable de prouver et de démontrer aux autres clouds souverains à travers le monde que c'est possible de faire un traitement de façon éco-responsable, on y va avec vous autres. Fait que c'est ça qui était l'élément déclencheur. Quand même, hein? Ouais. C'est impressionnant. Quand on est pionnier comme ça, dans son pays, il y a plein d'affaires qu'on doit défricher. On arrive, puis là, il faut se faire entendre. On dit souvent « nul n'est prophète dans son pays ». C'est toujours plus difficile de faire notre place. Est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans ce parcours-là? Oui, c'était arrivé? Karine? L'éveil collectif, Ouais. l'éveil qu'on vit actuellement, si c'était arrivé avant. Malheureusement, il y a des clients, des organisations qui sont prisonniers des hyperscalers, puis ça va prendre un moment à changer ça. Donc, si j'avais une chose à changer, ce serait ça. Sinon, tout le reste, c'est juste une belle aventure qu'on vit. Oui. Oui. Puis l'éveil, c'est ce qui nous fait peur en ce moment avec l'intelligence artificielle. On a vu que ça a pris 10 ans et que ça a pris les 6 derniers mois pour que l'éveil se crée. Et on se dit, ça se peut pas que pour l'intelligence artificielle, on embarque dans le même cycle. Fait que notre niveau d'urgence d'agir, là, c'est pour ça. C'est maintenant, On l'a vécu c'est là. une fois, la traversée dans le désert. Je pense pas qu'on veut la revivre une deuxième fois. Je comprends. Philippe? Moi, je ne change rien d'un certain sens. On est la somme de toutes nos expériences. actions, ouais. Puis dans le cas de Cyrus, on est la somme de tous les défis puis de tous les succès de nos clients qui sont encore avec nous aujourd'hui. Fait que ça, c'est une superbe expérience. Puis pour cette raison-là, je ne change rien parce que même l'énergie qu'on a aujourd'hui, ça vient de cette expérience-là. Mais je rejoins Stéphane, on ne peut pas prendre le même temps pour l'IA qu'on a pris pour le cloud. Ça va être au détriment de tout le pays. Absolument. On en parle des clients. On en a un patient sur la scène depuis le début. Louis Lagagnère, pour que le rêve de ses fans, sa vision se concrétise, bien, ça prenait des clients au départ, des gens qui allaient lui faire confiance, qui allaient faire confiance à l'équipe. Il fallait que des clients d'envergure décident d'embarquer. Ça a été votre cas. J'ai lu récemment qu'en TI, on veut souvent être le deuxième premier client. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend. Ouais. Par contre, pour moi, ça dépend de deux choses. OK. Ça dépend de la maturité du fournisseur puis de la relation de confiance qu'on entretient avec lui. Moi, c'est plus ça que je regarde. Personnellement, j'aime ça faire affaire avec une diversité de fournisseurs. Ça amène des idées nouvelles, ça amène des expertises aussi de pointe puis des expertises variées. Mais il y a certains de ces fournisseurs-là qui se distinguent. Ils se distinguent par leur savoir-faire, leur savoir-être, leur expertise, leur capacité de livrer. Moi, ces fournisseurs-là, je les appelle des partenaires. Alors, au moment de faire le choix d'aller sur Cyrus, Micrologique était déjà un partenaire. Il est bien sûr encore, mais était un partenaire. Puis ça, c'était bien important parce qu'on savait qu'il allait avoir des petits ajustements à faire. C'était une solution nouvelle dans le temps. Mais pour nous, d'avoir un partenaire, c'était très important parce qu'on savait, malgré les ajustements, qu'il allait avoir de l'écoute. Il allait avoir d'expertise en arrière de ça. Stéphane en faisait mention tantôt de la fierté qu'il y a pour l'expertise. Je vous le confirme. Puis ça a toujours été le cas depuis que je connais Micrologique. Donc, il allait avoir aussi des actions concrètes si ça ne fonctionnait pas. L'autre élément qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'était de couper en petits morceaux. Donc, on va commencer par un petit morceau. On va mitiger notre risque comme ça, puis on va voir par la suite. Mais depuis ce temps-là, on ajoute des morceaux. Et même encore aujourd'hui, avec le contexte géopolitique qu'on connaît, on se questionne fortement. On est en analyse d'ailleurs pour transférer d'autres charges, d'autres services numériques du côté de Cyrus. Alors, pour nous, ce n'était pas vraiment une question d'être le premier, d'être le deuxième, d'être dans les premiers. On recherchait un partenariat. Puis un partenariat où on avait un fournisseur ou un partenaire qui avait un savoir-faire puis une expertise qui allait nous aider.
Ouais. On comprend que c'est précieux d'avoir quelqu'un aussi qui répond au bout du fil quand il y a quelque chose, quand on veut faire des changements. Vous avez quand même pavé la voie en étant un des premiers clients. Est-ce qu'on fait face à de la résistance à l'interne quand on dit, ben nous, ce serait notre choix, on irait avec Micrologique? En fait, à 2 niveaux. Pas vraiment d'un côté, je vais y revenir, mais il y a quelque chose qui me revient en tête où je présente l'idée que j'ai de dire, bon, il faudrait peut-être se diversifier un petit peu. Je présente ça à nos architectes. Alors, leur réaction a été « Pourquoi? Bien, encore quelque chose de nouveau à apprendre. Pourquoi tu veux faire ça? » Finalement, j'ai dit, puis il y a des gens qui travaillent avec moi qui sont dans la salle aujourd'hui, quelque chose qu'on dit souvent à notre monde, il faut aller au fond des choses. Il faut aller voir. Fait que j'ai dit, là, je veux que vous ayez au fond des choses, puis vous me reviendrez. Alors, la face là, a changé quand ils sont revenus, puis on a dit, wow, c'est OK, oui, il y a quelque chose là d'intéressant. Alors, c'est la seule réticence. Ça n'a pas duré longtemps, le temps qu'il y ait voir la solution. Maintenant, à l'interne, il n'y a pas vraiment eu de réticence parce que qu'est-ce qu'on voulait, c'était de protéger nos données au Québec dans une solution distincte de celle qu'on avait déjà. Donc, de ce côté-là, pas de résistance, ça répondait à notre besoin. Et ce qui est venu mettre le clou dans le cercueil, dans le sens de dire, OK, on y va, c'était l'analyse financière. Parmi tous ceux qu'on a regardés, et ça inclut des grandes compagnies au sud de notre frontière, Micrologique, pour nos besoins à nous, dans notre situation à nous, c'était la solution la moins dispendieuse. En plus. Alors, tout ça ensemble, quand j'ai remonté le dossier, écoute, en plus, avec une solution québécoise, la réticence n'était pas vraiment. Fait que tout était là. On comprend que l'inconnu peut faire peur, mais une fois qu'on se renseigne, je pense que c'est là qu'on décide d'y aller. Fois, oui, absolument. Ouais. Est-ce que, bon, aujourd'hui, on le sait que vous êtes encore un partenaire précieux, vous ne seriez pas ici sinon. Est-ce que vous avez vu de l'évolution, du changement au niveau infonuagique là, dans le secteur public avec le temps? Est-ce que ça commence à dans le secteur public, écoutez, depuis 10 ans, c'est sûr que ça a complètement changé. Là. On a ce qu'on appelle au gouvernement le programme de consolidation des centres de traitement informatique. Ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait tous les ministères, organismes de l'appareil gouvernemental doivent consolider leurs centres de traitement en utilisant d'abord l'infonuagique. Donc, lorsque c'est possible. Le fameux PCCTI. Le PCCTI, effectivement. Donc, ça a permis de démocratiser beaucoup l'infonuagique au gouvernement. Maintenant, ce n'est plus une option, c'est une obligation d'aller vers là. Donc, au niveau de la démocratisation, oui, ça a beaucoup changé, le gouvernement. Stéphane en a parlé tantôt, il y a un éveil qu'on sent depuis le début de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se passent où on prend conscience de l'importance de se protéger. Est-ce qu'il y a une ouverture plus grande pour les solutions canadiennes? Tout à fait. L'ouverture est vraiment là. Au niveau du catalogue là, qui est disponible auprès du courtier infonuagique du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, bien, il y a de plus en plus de solutions canadiennes qui sont là avec un niveau de maturité qui augmente aussi. Mais c'est sûr que dans le contexte géopolitique actuel, donc là, si on se concentre là-dessus, il y a une explosion. C'est sûr que nous, on regarde beaucoup toutes les solutions qui peuvent nous assurer la plus grande indépendance possible par rapport aux fournisseurs américains, puis d'être aussi en contrôle de nos données. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une grande ouverture de ce côté-là. On a parlé beaucoup de Gartner, là, j'ai vu passer ça, mais je trouve ça très impressionnant. Quand on pense que dans leur catalogue de solutions de souveraineté numérique, le Canada est maintenant présent en raison d'une compagnie québécoise, Micrologique, bien, je pense que l'info nuagique d'ici prend sa place, c'en est un bon signe. Là. Absolument. Bravo. Ouais. Bravo. J'applaudis à chaque fois que j'entends Gartner, excusez. Stéphane, tantôt, tu t'es adressé aux dirigeants. Tu as interpellé aussi les médias parce que vous voulez faire entendre votre message. On sent quand même que cette ouverture-là, qu'on en parle plus, qu'on veut que les gens soient conscients de ce que ça représente. Quel effet ça te fait cette année là, de voir qu'enfin, c'est mis de l'avant? En fait, j'ai comme deux réactions. La première réaction, c'est une réaction de crainte
Parce que du côté européen, il y a eu aussi l'éveil. Il y a quelques années, il y a eu un éveil au sujet de la souveraineté, sur l'importance des données. Et rapidement, le continent a mis des politiques en place. Rapidement, le continent a mis des solutions, je vais appeler ça comme ça, pour assurer la souveraineté. Et les fournisseurs américains ont rentré rapidement dans ces solutions-là qui avaient été faites initialement pour protéger la souveraineté, mais ils ont réussi à trouver, entre guillemets, la zone grise. Fait que j'ai juste peur que demain matin, on ait un Amazon Canada qui fasse à croire qu'il est souverain, un Microsoft Canada qui dise que mes données sont au Québec, que c'est opéré au Québec, puis que finalement c'est une compagnie québécoise. J'ai juste peur que ça devienne un gros fouillis. Ça fait 10 ans qu'on est là, ça fait 10 ans qu'on travaille fort. Il y a d'autres entreprises au pays qui ont fait des clouds aussi. J'aimerais ça, entre guillemets, avoir le temps qu'on puisse démontrer au marché et aux institutions c'est quoi qu'on fait de bien ici. Parce que à l'époque que Louis est venu avec nous, c'était le premier. Mais quand tu es rendu avec 10 entreprises ou institutions de l'envergure de Louis, quand tu es rendu avec 100 entreprises à l'envergure de Louis, ça devient difficile pour la 101e de dire « ben moi, ça ne marchera pas pour moi un cloud d'ici ». Quand tu signes la première banque, ça devient difficile pour les autres banques de dire « tu es trop petit ». Quand tu signes la première société d'État, c'est difficile pour les autres de dire « je ne peux pas faire affaire avec toi ». Fait que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que ça fait 10 ans qu'on se pratique, puis on est déjà prêt aujourd'hui. Demain matin, quelqu'un voudrait bâtir un cloud, ça ne se fera pas en 2 semaines, ça ne se fera pas en 3 mois, ça ne se fera pas en 3 ans. Ça va prendre des années et des années pour aller chercher une maturité d'exécution, pour aller chercher l'expertise, pour aller chercher les acteurs, pour aller chercher l'électricité, pour aller chercher la télécommunication, pour aller chercher les contrats, ne serait-ce que pour former les architectes, les ambassadeurs, créer un catalogue de produits. C'est une business. C'est une business et ça prend du temps. Et les clients qui viennent avec nous, c'est des clients qui restent dans une moyenne de 10 ans. Fait que quand je dis assurer la pérennité des organisations sur une raison de 10 ans et que les clients consomment l'info nuagique sur 10 ans, ça veut aussi dire qu'il faut qu'on se maintienne pendant 10 ans. Il faut qu'on fasse évoluer. Si Louis il est arrivé avec nous il y a 10 ans et qu'il n'y avait eu aucune évolution sur sa solution, possiblement qu'il ne serait plus là. Fait qu'il faut continuer à nourrir, comme je disais tantôt, la bête. Donc, ma seule crainte, c'est qu'on soit noyé dans très peu de temps puis qu'on oublie cette importance-là. Mais le mouvement semble tellement fort en ce moment. J'ai jamais eu autant d'appels en ce moment d'entreprises de l'étranger qui se font dire par leurs clients d'ici, si tu veux qu'on continue à faire affaire ensemble, il va falloir que les données restent au pays. Alors, ces entreprises-là nous appellent pour dire, est-ce que je peux rouler mon application chez vous? J'ai des fournisseurs de cybersécurité, des leaders mondiaux qui sont en train d'installer dans nos équipements leurs solutions pour assurer la souveraineté de la donnée de leurs solutions. Donc, l'éveil est en train de se faire, puis c'est comme ça, nous, qu'on le sait, c'est que là, les clients disent à ces fournisseurs-là, si tu veux continuer à faire affaire avec nous autres, il faut que la donnée soit ici, au pays. Puis l'indépendance aussi. C'est-à-dire, on n'est pas sujet à un autre pays qui décide que c'est disponible, c'est plus disponible, de dire au Canada, si la solution opère, elle va toujours opérer. Il n'y a pas personne d'étranger qui peut l'arrêter ou qui peut intervenir. Ça fait une énorme différence. Absolument. Karen, est-ce que tu sens la même perception au sein des organismes? Absolument, absolument. Les événements qui se sont passés cette année là, amènent tout cet éveil-là, des changements, des réflexions. C'est plus juste théorique, ce qu'on mentionnait, ce qu'on véhiculait, c'est maintenant des discussions stratégiques auprès de toutes les organisations. Plusieurs organisations viennent nous voir pour avoir un plan hybride, pour avoir un plan de sortie, même dans plusieurs cas des hyperscalers. Donc, tout ça est là, puis on est en action, on est dans ce mouvement-là. On n'est plus les seuls, on est maintenant, il y a des élus, il y a des experts de l'industrie qui propagent ce message-là, puis qui amènent ces réflexions-là de la bonne façon. Fait qu'on on est bien accompagnés dans ce mouvement-là qu'on est en train de faire ici, comme société. Stéphane parle souvent de l'équipe, puis l'expertise est importante. C'est un peu ça aussi qui est la barrière à l'entrée pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans. C'est de la recherche et développement dans les dernières années. Parle-nous-en de l'équipe, justement, Philippe. À quel point ça fait une différence, les gens qui sont chez Micrologique? Je le disais tantôt, j'ai la chance d'être avec des gens depuis très, très, très longtemps. T'sais, l'équipe, c'est la somme des meilleurs talents que j'ai rencontrés. C'est des gens qui sont hyper motivés, comme je disais tantôt, par des grands défis. Ça prend ça, puis je suis reconnu pour mon humilité légendaire, mais si je vous disais ce qu'eux ont écrit comme mission pour notre cloud,
même moi, je serais gêné de le dire. Fait que ils n'ont pas peur de voir grand puis de bâtir pour faire grand. Fait que on aimerait une équipe extraordinaire. Puis, comme disait Stéphane, on veut juste s'assurer qu'on puisse avoir les moyens d'aller aussi loin qu'on peut aller. Puis technologiquement, on n'a pas de... Moi, je pourrais dire ça. Technologiquement, on n'a aucune crainte de pouvoir ou pas le faire. Honnêtement, on regarde nos équipes, 100% des défis qu'on a donnés à nos équipes, ils ont livré ça, je dirais pas facilement, mais ils ont livré ça de façon exceptionnelle. Donc, notre défi, il n'est pas là. Il n'est pas là, notre défi. C'est beaucoup de travail, mais il n'y a pas de complexe. Non, non. Parce qu'on a les champions du monde. Oui. Oui, je vais applaudir. Vraiment. C'est fort intéressant, puis j'ai l'impression qu'on pourrait en parler encore longtemps, fait qu'on va conclure rapidement. Si je vous demande l'aventure Cyrus en un mot, Philippe? Sans limite. Sans limite. C'est 2 mots, mais c'est correct. On va mettre un précision. Je t'agace, Karine. Une quête. Une quête, oui. Oui. Une quête auquel on croit, ça, on le sent bien. Stéphane? C'est de la résilience. Ce n'est que de la résilience. Ce n'est que de la résilience. Puis si on vous parle d'avenir, parce que c'est vers là qu'on se tourne, l'avenir en un mot? Aujourd'hui, c'est le chapitre 1 du livre 1, du tome 1. C'est le début. C'est le début. Karine? L'avenir est collectif. Ensemble. Un éveil collectif puis un travail Absolument. d'équipe. Stéphane? Moi, c'est la pérennité. C'est pour ça qu'on l'a fait il y a 10 ans. Ah ouais, c'est ça. C'était celui. Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Je pense qu'on peut les applaudir. C'était fort intéressant. Merci. Merci, Louis. Merci beaucoup.